Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Élodie Singal. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous avez fait de l'accompagnement des séparations une de vos spécialités. Dans un premier épisode, nous avons abordé la question de la séparation ou du divorce sans enfant. Et dans ce second épisode, nous allons aborder la question de la séparation et du divorce avec enfant, qui engage évidemment à d'autres sujets et d'autres préoccupations. Alors, la première question qui me vient, Élodie, c'est comment on en arrive à divorcer avec des enfants ? Quelles sont les causes principales qui nous poussent à divorcer quand on a des enfants ? Les mêmes causes que quand on n'a pas des enfants, c'est-à-dire le malamour, le désamour. Alors, les enfants sont un facteur de dispute très très fort entre les parents, sont un facteur accélérant quelque part d'une séparation, puisqu'ils viennent cristalliser la problématique du couple aussi. Mais en général, on se sépare parce que on ne s'entend plus ou on ne s'aime plus. Vous voyez, c'est toujours les mêmes causes. Ensuite, on va trouver des excuses autour et on va le justifier. En revanche, c'est plus difficile de se séparer quand on a des enfants. C'est plus difficile parce que les enfants nous unissent encore. On n'est plus qu'un couple, on est aussi des parents et on a des responsabilités et on n'a pas envie de les perdre et de passer à un mode de garde où on les verra moins. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour un enfant où le divorce, la séparation de ses parents est plus facile à accepter ? Plus l'enfant est petit, moins c'est compliqué pour l'enfant. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de s'installer dans un système, il n'a pas eu le temps d'inscrire dans ses cellules cette dynamique familiale, et puis il a une capacité d'adaptation qui est plus rapide et plus adaptée. En général, les tout petits vivent très très bien les séparations, si les parents vivent très très bien la séparation. Il n'a pas cette capacité non plus d'intellectualisation ou de prise de position. En dessous de 10 ans, c'est plus facile, au-dessus de 10 ans, c'est plus compliqué. Alors, je voudrais préciser que je ne reçois pas les enfants. Je reçois les adolescents et les adultes. Donc, je n'ai pas d'évaluation directe sur les enfants. Ce qui me permet aujourd'hui de dire ce que je pense de l'âge ou des conséquences d'une séparation, ce sont tous les adultes et les adolescents que j'ai en consultation aujourd'hui qui ont eu des parents qui ont divorcé. Je sais que les thérapies avec des enfants, des petits-enfants pour des questions de séparation-divorce, c'est 1 ou 2 séances en général. On est rarement sur l'installation d'une thérapie chez le petit quand les parents se séparent. Mais quand c'est un petit enfant, justement, est-ce qu'il n'y a pas une garde exclusive qui est décidée, qui est plus difficile à accepter pour les parents ? Si, pour la mère surtout. Parce que, alors déjà, on va distinguer les âges. Il y a des modes de garde qui sont adaptés à l'âge des enfants. Je vais commencer par vous dire que le mode de garde le plus favorable à l'enfant, c'est évidemment une résidence alternée. La résidence exclusive n'est pas bonne pour l'enfant ni pour les parents. Et elle est génératrice de conflits en général. Après, je suis favorable à la résidence alternée, donc je suis peut-être aussi orientée. Mais les études ont montré que la résidence alternée avait moins de conséquences sur les enfants négatives qu'une résidence exclusive. On a des études qui ont été faites qui prouvaient que, par exemple, la gestion du stress ou la gestion de troubles du comportement apparaissait rarement quand il y a une résidence alternée. D'accord ? La discontinuité est mauvaise. Il y a des modes de garde qui sont adaptés à l'enfant. On ne va pas évidemment faire 1 semaine sur 2 sur un nourrisson de 3 mois. D'autant plus qu'il est probablement encore allaité et que c'est compliqué. Les modalités de la résidence alternée qu'on va mettre en place chez un nourrisson, ça va être le papa qui va prendre son enfant 2 heures par jour. Vous voyez ? Alors, c'est une organisation lourde. Il faut que la maman accepte que le papa vienne tous les jours chercher son enfant et le ramener et donc se croiser 2 fois par jour. Et ça peut être compliqué dans certaines séparations. Mais dans l'idéal, dans le monde des bisounours, le papa vient chercher son enfant 2 heures par jour. Éventuellement, la maman a préparé un biberon, a tiré son lait et permet au papa de se connecter également par l'oralité. Il change la couche, il donne le bain, etc. Plus l'enfant grandit, plus on va pouvoir étendre la présence du papa. À 2 ans, on peut déjà mettre en place une résidence alternée à égalité. On peut faire ce qu'on appelle un 2-2-5-5. Un 2-2-5-5, on va dire le père prend tous les lundis, mardis, la mère tous les mercredis, jeudis, et le week-end, c'est en alternance. 5 jours, c'est un peu long pour un 2 ans, mais on peut faire du 2-2, 2-2, 2-2. Et puis, à partir de l'âge de 3-4 ans, en fait, à partir de l'entrée en maternelle, on applique un 2-2-5-5. L'enfant ne passe jamais 1 semaine sans voir les 2 parents
et le parent ne passe jamais une semaine sans voir son enfant. Et le 2-2-5-5, je trouve que c'est un mode de garde qui est génial jusqu'à l'entrée en sixième, parce que réellement, les enfants se sont inscrits dans les deux maisons, les deux parents ont accès à la scolarité, au médical, au parascolaire, aux amis des enfants, à leur rythme, etc. Et puis à partir de la sixième, de toute façon, c'est plus possible de l'appliquer parce que les enfants doivent se trimballer les cartables et les livres d'école, etc. Et là, on passe à une semaine sur deux. Mais les modes de garde, les modalités d'une résidence alternée changent avec l'âge. Et ça, est-ce que les parents sont prêts à l'entendre? J'ai de plus en plus de parents qui se séparent, qui viennent me voir pour savoir comment faire dans l'intérêt de l'enfant. Et ils sont très à l'écoute et tout à fait prêts à sacrifier ce dont ils ont besoin. Dans mes consultations, il y a évidemment des parents qui ne viennent pas me consulter ou qui ne vont pas consulter un psychologue pour savoir, et eux, ils se débrouillent. Mais dans mes consultations, ils sont vraiment prêts à aménager pour l'intérêt de l'enfant. Peut-on échapper à la culpabilité de divorcer quand on a des enfants? J'imagine que c'est un grand sujet dans vos consultations. C'est impossible. C'est impossible. Il va falloir apprendre à faire avec. Déjà, en tant que parent, on culpabilise parce qu'on est toujours un parent insatisfaisant, parce qu'on n'a jamais une bonne image de soi en tant que parent. Un parent, c'est quoi? C'est une personne qui est 100% garante de l'équilibre et du bien-être de son enfant avec sa propre personnalité qui se confronte à la personnalité de l'enfant. On est inévitablement décevant en tant que parent et inévitablement frustrant. Et on est tout le temps inquiet. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en sécurité? On est déjà dans la culpabilité avant de se séparer. Alors, quand on se sépare, et surtout celui qui est initiateur de la séparation, il se déteste. Mon Dieu, je vais priver mon enfant d'un équilibre. Je suis décisionnaire et volontaire pour lui faire du mal. Donc, il faut beaucoup travailler là-dessus. Là, on fait de la psychoéducation, on leur raconte, enfin, on leur explique déjà les études qui ont montré qu'en fait, les parents qui restent ensemble pour les enfants font plus de mal à l'enfant que lorsqu'ils se séparent, que dans la séparation, très souvent, les enfants gagnent deux parents. Là où dans l'organisation précédente, celle du couple, on avait souvent un parent qui prenait beaucoup de place et l'autre parent qui était derrière. Il y a rarement dans un couple deux parents qui prennent la même place. Et on leur explique qu'ils vont gagner deux parents, qu'éventuellement une maman qui s'inquiète parce que papa n'était pas très investi. Eh bien, si le papa est volontaire pour garder son enfant en résidence alternée, eh bien, l'enfant va gagner un papa. Donc, il faut les projeter dans quelque chose où c'est mieux pour l'enfant. Mais la culpabilité, elle est là, elle ronge et elle envahit. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, par culpabilité, on va refuser l'évident. Mais c'est souvent du côté des mamans que c'est compliqué, dans les séparations avec enfants. C'est rarement du côté des papas. Les papas d'emblée disent maman elle a sa place. De toute façon la société a été construite pour dire que la mère est le référent essentiel et que du coup la mère a la priorité. Donc les pères ont tellement bien intégré ça que eux sont vraiment dans la notion de partage, dans la notion d'équilibre entre les deux parents. Une maman elle a été construite. On a quand même une société qui dit attention c'est la maman, c'est elle qui fait l'enfant, c'est elle qui développe l'enfant, c'est elle qui va faire qu'il va bien ou mal. Donc, c'est souvent la maman qui a du mal et qui culpabilise beaucoup et qui le porte très fortement en elle. Et parfois, ça la pousse à prendre des décisions contre-productives pour elle et pour les enfants. C'est-à-dire, je vois des mamans qui sont très indépendantes, qui ont une vie très active et qui vont refuser une résidence alternée parce qu'elles veulent à tout prix se déculpabiliser de la rupture de cette famille. Et là, c'est du travail lourd. Là, c'est du travail au corps pour justement les amener à comprendre que finalement, elle va s'emprisonner, elle va devenir une maman solo, une maman qui aura ses enfants 24 jours par mois, qu'elle va se priver de sa vie. Et qu'en se privant de sa vie, en étant sacrificielle pour son enfant, c'est à son enfant qu'elle fera du mal et qu'elle ne fera pas du bien à sa culpabilité. Comment on peut rester un couple parental quand on n'est plus un couple? Se rappeler qu'on a fait les enfants à deux et qu'on n'a pas fait l'enfant pour soi. Travailler sur la culpabilité des parents, évidemment, Et puis surtout, essayer, et ça c'est difficile, de conserver un rythme commun. Si avant, quand on était ensemble, on couchait les enfants à 8 heures, on les faisait manger à 19 heures, on s'occupait des devoirs, on faisait l'histoire au moment du coucher pendant une demi-heure, que le matin, on organisait le petit-déj comme ceci. On essaye de conserver déjà la même organisation, parce que l'enfant va être déstabilisé. Avoir deux maisons, c'est pas un problème. Avoir deux organisations, c'est déstabilisant pour l'enfant. On essaye de conserver les mêmes valeurs et les mêmes organisations du passé. Si on ne le peut pas,
Parce qu'après tout, il peut y avoir un nouveau conjoint ou conjointe, il peut y avoir une nouvelle organisation liée au travail. On tente d'en discuter pour essayer d'harmoniser les deux rythmes différents. Et c'est quoi une bonne négo? C'est deux perdants. C'est pas un qui gagne, c'est pas non, ce sera dorénavant 21h. Ce sera, je vais me stresser un peu pour coucher l'enfant à 20h30 et toi, tu vas te lâcher un peu pour le coucher à 20h30, même si le lendemain, c'est un peu plus compliqué. Deux négos, c'est deux perdants. Et il faut accepter d'être deux perdants dans l'intérêt des enfants. Rester un couple parental, ça veut dire communiquer ensemble alors qu'on n'a pas du tout envie de se croiser et pas du tout envie de communiquer ensemble. Si on n'arrive pas à communiquer et à s'entendre, il y a une chose extraordinaire qui s'appelle un jugement. Et le jugement donne des indices ou même des obligations par rapport à l'organisation. Par exemple, sur la passation des enfants, en général, c'est la sortie des classes. Si moi, maman, la sortie des classes à 16h30, ça m'arrangerait que ce soit 18h, je change pas la veille à chaque fois pour communiquer avec le papa. Je m'impose 16h30 et je m'organise pour que ce soit 16h30, quitte à trouver quelqu'un qui aille chercher mon enfant, etc. Moins on va communiquer avec l'ex, en réalité, mieux ça va se passer. Les gens pensent qu'il faut à tout prix communiquer sur tout. En réalité, ça n'est que créer de l'animosité. Donc le jugement, il est là pour dire, on n'a pas besoin de communiquer et on applique le jugement. Et on se contacte que lorsqu'il y a des changements vraiment majeurs et qu'on peut pas faire autrement. Il existe aussi un cahier de liaison qui peut être pas mal. Quand on a des enfants en résidence alternée, une semaine sur deux, on met un petit cahier dans le sac des enfants, dans le cartable, etc., sur lequel chaque parent va écrire ce qui s'est passé dans la semaine. Il est allé voir le médecin, je t'ai joint l'ordonnance, les médicaments sont là. Il a un anniversaire chez un copain sur ta semaine, j'ai mis le numéro du parent, je te laisse le soin de le contacter. Et l'avantage, c'est que ce cahier, comme il est visible par l'enfant, il permet de faire comprendre à l'enfant qu'il y a encore une communication avec les parents et que l'enfant, il peut pas créer du conflit et allergir un fossé entre les parents parce que les enfants sont générateurs de conflits dans les séparations divorces. Ils aiment beaucoup monter les parents l'un contre l'autre pour obtenir des privilèges. Donc là, l'enfant comprend que dans ce cahier-là, les parents communiquent encore. Et en plus, les parents, pour pouvoir conserver une bonne image d'eux-mêmes, vont rédiger les textes de manière cordiale, factuelle, ce qui limite encore les conflits. Y a-t-il une bonne manière d'annoncer qu'on divorce à ses enfants? Un moment privilégié, une manière de dire les mots qu'il faut employer? En fait, c'est comme quand on annonce à quelqu'un je te quitte, il n'y a pas de bonne manière. Il n'y a ni bon moment, ni bonne manière. De toute façon, c'est un choc et ça fait mal. Par contre, il y a des écueils à éviter. Surtout, ne jamais en faire un drame. Ne jamais, jamais exploser, être un peu hystérique, faire comme si c'était la fin du monde, le monde s'écroule. J'ai le droit de pleurer avec mes enfants. Parce que factuellement, effectivement et émotionnellement, c'est triste. Donc, pleurer avec mes enfants, c'est pas un problème. C'est les autoriser aussi à ressentir leurs émotions et leur dire qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Mais j'en fais pas un drame. Je garde mon calme. Alors, il y a des âges aussi. Je vais pas annoncer une séparation à mon enfant de 15 ans de la même manière qu'à mon enfant de 3 ans. Il n'y a pas la même capacité à comprendre. Mais dans tous les cas, quel que soit l'âge, je dois projeter l'enfant sur une organisation. Et si j'ai pas encore l'organisation possible, je leur dis que très vite, on va y réfléchir et qu'on leur donnera les modalités. On essaye de les inscrire déjà dans des choses concrètes. On fait court. Il n'y a pas besoin de faire un speech de 3 heures. Les enfants veulent s'échapper. Par contre, ils reviendront et on se rend disponible pour eux. L'idéal, c'est d'expliquer, par exemple, pendant les vacances ou pendant un week-end, en sachant qu'ils vont avoir 2-3 jours pour processer ces informations et qu'ils pourront revenir vers nous et poser des questions comme ils le souhaitent. Chez les tout petits, on va dire jusqu'à 6 ans, faut comprendre que l'enfant, ça va le saouler, cette conversation. Donc, ça sert à rien de le forcer à rester assis pour l'annoncer. On le laisse partir, revenir, on le laisse aller jouer, revenir, on le laisse totalement libre de s'échapper de cette émotion et de cette situation. Et puis, pardon, j'ai oublié, on l'annonce à deux. C'est pas un parent qui annonce et l'autre qui est absent. Parce que l'absent a toujours tort. Donc, si c'est moi, comme je suis une femme, je vais dire, si c'est moi, maman, qui annonce que papa et moi, on se sépare, papa est absent. Qu'est-ce que ressent l'enfant alors que papa n'est pas là pour annoncer quelque chose de difficile? Et on prépare son discours. S'il y a un adultère, ça ne regarde pas les enfants. Si papa ou maman est une mauvaise personne, ça ne regarde pas les enfants.
On explique simplement, papa et maman, on a constaté qu'on ne s'aimait plus. Vous l'avez bien vu, papa et maman, ils se prennent plus dans les bras, ils se tiennent plus la main, ils se parlent plus beaucoup. Donc maintenant, on pense qu'il est temps qu'on aille vers de nouveaux horizons. Et c'est le seul argument qui compte. Papa et maman ne sont plus amoureux. Ils se tiennent plus la main. Évidemment, à 16 ans, je parle plus comme ça, hein, mais à 16 ans, les enfants le savent. Ils avaient déjà deviné qu'ils allaient se séparer, les parents. Ils avaient déjà pressenti la chose. Faut-il les impliquer dans les choix faits pour la garde alternée? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Ouais, ils ont leur mot à dire, mais à titre consultatif, pas à titre décisionnaire. C'est une aberration de dire à l'enfant qu'est-ce que tu veux. Ça veut dire que moi, je dois choisir pour mes parents, qui sont les adultes responsables de moi, ce qui est mieux pour moi. Et si je choisis ce qui est mieux pour moi, je vais inévitablement faire du mal à l'un des deux parents. Et je serai source de la douleur de l'autre parent. On leur demande ce qu'ils aimeraient et on leur explique bien, on va prendre en compte tes arguments et en fonction de notre environnement, en fonction de ce qui nous est possible aussi, on va essayer d'y répondre. Mais c'est nous qui prendrons la décision. Parfois, le juge prend une décision qui ne satisfait pas l'un des parents. Comment gérer ce type de situation? Parce qu'on voit beaucoup d'amertume, de colère vis-à-vis de la décision de la justice. Honnêtement, ces situations où les parents ne sont pas satisfaits de la décision du juge, me concernant, dans mon cabinet, c'est 99% des hommes qui demandaient une résidence alternée et qui ne l'obtiennent pas. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux séparations-divorces, les juges avaient tendance à favoriser la résidence exclusive chez la mère. Et moi, je militais en faveur des papas et de la résidence alternée, et c'était très compliqué pour les papas d'obtenir ce mode de garde. Et on savait très bien que le combat passerait par les femmes et par le souhait des femmes à avoir une résidence alternée. Et aujourd'hui, les mentalités ont changé. Ce sont les femmes qui demandent elles-mêmes une résidence alternée. Donc, on a beaucoup moins de jugements avec ce déséquilibre. Et j'ai aujourd'hui en consultation des adultes, mais des adultes qui ont 40, 45 ans, pas des adultes qui ont 20, 21 ans. Des adultes de 40, 45 ans qui sont encore traumatisés par le conflit entre les deux parents, où la mère dit, mais tu te rends compte, ton père, il me harcèle, il me fait des mails, il arrête pas, des SMS, il est tout le temps derrière mon dos, etc. Et le père qui dit, tu te rends compte, ta mère, elle veut pas que je m'occupe de toi, etc., etc. Et en fait, les enfants, à ce moment-là, ils sont juste en train d'encaisser les problématiques d'un déséquilibre dans un mode de garde, plutôt que d'être gérés par les parents en tant que parents avec l'enfant. Pour conclure là-dessus, on a fait une étude il y a quelques années sur des jeunes étudiants universitaires où on leur a fait passer un questionnaire. Et on avait 3 catégories d'étudiants. Il y avait ceux dont les parents étaient encore ensemble, ceux dont les parents étaient séparés mais s'entendaient bien. Bien s'entendre, ça ne veut pas dire être mon meilleur ami. Ça veut dire qu'on est cordiaux et qu'on est d'accord et que ça se passe plutôt bien. Et les parents en conflit. Et en fait, on avait constaté les enfants de parents non séparés étaient dans le même niveau d'équilibre et de bien-être et avaient un niveau de stress équivalent à ceux des parents séparés sans conflit. Alors que les parents avec conflit, là, on avait un niveau de stress énorme et des dysfonctionnements chez ces jeunes. Donc en réalité, ça n'est pas la séparation qui fait du mal, c'est le conflit. Et ce qui fait du mal dans le conflit, c'est souvent le déséquilibre du mode de garde. Dans quel cas l'intervention d'une médiatrice familiale ou d'un spécialiste comme vous peut être utile? Ça va pas plaire aux médiateurs parce que les médiateurs veulent à tout prix revenir sur les conflits du passé en pensant qu'en résolvant les conflits du passé, on va réussir à trouver un accord. Or, ça n'arrive jamais. Ce qu'il faudrait faire dans une bonne médiation, c'est les projeter dans le futur, les projeter dans une organisation et des règles. Je cherche même pas à savoir pourquoi ils se sont séparés, s'il y a des griefs ou quoi que ce soit. Je pars du postulat qu'aujourd'hui, vous venez me voir en tant que parent, je m'adresse aux parents, je m'adresse pas au couple. Et ça va vous permettre d'être des parents plus disponibles et plus légers avec vos enfants, mais surtout, c'est dans l'intérêt de votre enfant. Donc, on est là pour parler d'une organisation et d'une communication. Et là, on met en place des choses concrètes. On peut discuter de modalités de résidence alternée où on n'est pas le papa à 4 jours, mais il peut avoir 10 jours. Une résidence alternée, ça peut être un tiers, 2 tiers. On sait que un enfant, s'il ne voit pas au minimum un tiers du temps par mois l'autre parent, on sait qu'il va y avoir une détérioration du lien et qu'in fine, on a un risque de voir le père ou l'enfant ne plus avoir envie de se voir. Ils peuvent pas créer une relation, ils peuvent pas créer une sécurité. Donc déjà, moi, mon but, c'est d'obtenir un tiers du temps pour le papa. Si on obtient un tiers du temps, je suis soulagée. Et du coup, comme la mère perd ses 25% et le papa perd ses 25%,
Donc la mère perd un peu de son temps avec son enfant et le papa en gagne un peu. Très souvent, ça s'apaise avec ça. Parce que ce qui va faire le conflit, c'est l'idée qu'il y en a un qui n'a pas ce qui lui semble juste dans le mode de garde. Y a-t-il un bon moment pour présenter un nouveau compagnon à ses enfants? Oui, surtout pas tout de suite. Déjà, on offre à l'enfant un sas de décompression et un sas de tranquillité et de sérénité dans la nouvelle organisation. On va pas tout de suite le déstabiliser avec un beau-parent. Ce que j'appelle un sas de décompression, ça va être un moment où on aura stabilisé la nouvelle organisation, c'est-à-dire qu'il rentre en sécurité. Il rentre dans la tranquillité. Les deux parents vivent séparément, ils n'ont personne officiellement. Donc, quoi qu'il arrive, il y a ce sas de décompression qui est de minimum 6 mois, 9 mois, où l'enfant n'a pas du tout de beaux-parents. Ensuite, on peut progressivement introduire une personne. En majorité, les enfants se réjouissent de quelqu'un de nouveau dans leur vie. Parce que ça veut dire que papa ou maman va mieux. Ça veut dire que papa ou maman commence à regoûter à la vie et qu'il sort un petit peu de cet ascenseur émotionnel, de cette noirceur liée à la séparation. Donc, c'est très bien accueilli les beaux-parents, mais il faut pas que ce soit trop tôt. Après, moi, je vais donner un conseil aux parents. Disons que je me suis séparée il y a 1 an et je rencontre quelqu'un aujourd'hui. Je me précipite surtout pas à présenter cette personne. Je me donne au minimum 6 mois de couple. Parce qu'il faut d'abord consolider le couple. Il faut d'abord être sûr que ça marche. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a la phase de lune de miel dans la rencontre, on a plein de papillons dans le ventre, et puis on projette sur l'autre une sorte de personnalité imaginaire parfaite. C'est dans le temps qu'on va voir si on est réellement compatible et si on a transformé ce sentiment amoureux en un sentiment d'amour profond, avec l'acceptation des défauts de l'autre. Donc, on attend minimum 6 mois après la rencontre avec quelqu'un pour présenter son enfant. Et si on veut s'installer avec cette personne, c'est pareil, on prend son temps. Le temps, c'est la clé. On y va doucement. Et parfois, on a la surprise d'avoir les enfants qui disent, mais maman, papa, pourquoi tu n'invites pas un tel ce week-end? Pourquoi on partirait pas en vacances avec lui? Et là, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'il est déjà intégré, qu'on se projette déjà avec ce beau-parent et que c'est top. Mais vraiment, 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 la lenteur. J'ai vu trop d'enfants ou trop de parents qui présentent quelqu'un 2 fois par an parce qu'au bout de 3 mois, on est amoureux, on le présente, on installe une vie amoureuse pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, on dit à l'enfant, ah ben je l'ai quitté. Puis on recommence ça 6 mois ou 9 mois après. L'enfant, il se désengage. Et quand arrivera le vrai beau-parent, ben, l'enfant n'aura plus envie. Certains couples de parents restent sous le même toit avec leur enfant, même s'ils sont séparés ou divorcés. Est-ce qu'il y a des règles qui peuvent aider cette cohabitation? Déjà, je déconseille fortement de rester cohabiter quand on a des enfants. Donc, je n'irai jamais, même moi en consultation, conseiller et aider ses parents à cohabiter ensemble avec l'enfant. Il y a aussi ce qu'on appelle l'appartement doltoïen où les parents décident qu'ils ont un studio ou un appartement à côté et ce sont eux qui font l'alternance avec l'enfant qui reste dans la même maison. Cela aussi, je le déconseille fortement. On se sépare pas pour rester ensemble. Quand on se sépare, on n'a plus envie de composer avec son ex et on n'a pas envie d'avoir accès à son intimité. Et on ne fait que prendre des accros et de la violence de l'ex dans cette cohabitation. Les enfants ne s'y retrouvent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ils se séparent, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus le droit d'être une famille, mais ils ont une mascarade de famille, même si les parents ne se croisent que très peu. En réalité, ça fait du mal aux enfants et ça fait du mal aux parents. Donc, je me refuse même à vous donner des règles pour aider ses parents parce que c'est faire du mal à tout le monde. Pour des raisons matérielles, on peut être obligé, évidemment, de cohabiter ensemble pendant 4, 6 mois parce qu'on met du temps à trouver un appartement, parce qu'il faut retrouver des fonds, parce qu'on cherche l'appartement qui pourra accueillir les enfants, etc. Mais là, on applique les mêmes règles que les règles que l'on va avoir après par rapport au mode de garde. Si on est en résidence alternée, bah, papa, il prend sa période, maman prend sa période et on respecte ce mode de garde. Pendant une semaine, je suis garant de l'enfant et mon ex-compagnon peut sortir autant qu'il le veut, peut faire ce qu'il veut, etc. Les règles de la cohabitation, c'est-à-dire qu'on privilégie la décence, c'est-à-dire qu'on n'expose pas à l'autre sa vie, son intimité, ce que l'on fait à l'extérieur. Vous voyez, être très pudique sur ce que chacun individuellement est. Mais vraiment, je déconseille fortement la cohabitation dans l'intérêt des enfants. Pour finir, Élodie, est-ce qu'il y a une phrase que vous aimez bien dire aux parents que vous accompagnez en séparation pour les aider à se reconstruire? J'aime bien leur dire, et ça va être surprenant, que parfois une séparation, ça fait beaucoup de bien aux enfants et que les enfants se régalent dans la séparation.
parce qu'ils ont gagné, évidemment, 2 parents réellement disponibles, parce qu'il ne faut pas oublier que d'un seul coup, les 2 parents sont réellement disponibles, qu'ils ont gagné 2 maisons, 2 organisations, qu'ils vont pouvoir avoir plus de bénéfices à ces choses et qu'ils vont créer une très, très belle relation avec chaque parent. Donc vraiment, en général, les enfants, ils s'y retrouvent très bien dans la séparation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.